Le téléphone sonne. J'ai dit, écoute, là, je peux plus concilier ce genre de job-là avec ma vie familiale. J'ai dit, je prends un break. Ben, il dit, pas trop loin parce que on est en train de concocter un petit projet avec l'évêque puis sa gang Marois, là. On est en train de penser à un fonds, Corvée Habitation. Il dit, on s'en va dans une espèce de sommet économique que l'évêque avait convoqué tous les chefs syndicaux, les patrons, le grand sommet économique de Québec. Fait que je suis ça de loin, de mon petit Saint-Césaire, tranquille, de verte campagne. J'étais travailleur autonome à ce moment-là. J'avais quitté mes fonctions comme directeur de l'éducation. J'étais travailleur autonome. Et à un moment donné, là, c'est Jean-Guy Frenette qui m'appelle. Il dit, là, il faut que tu sortes de ta retraite, Normand. Il dit, on a un petit projet pour toi. On part un fonds de solidarité. J'ai dit, vous êtes malade. La FTQ, il n'y a pas une scène, la FTQ. Ils sont même pas capables d'engager un consultant pour... Alors, il dit, non, il dit, on a ce qu'il faut. Il dit, je te donne un petit contrat, tu vas me préparer un petit dépliant pour expliquer aux travailleurs c'est quoi, pourquoi on a besoin d'un fonds de solidarité. Mais c'était tellement technique. Puis là, je dis, il y a un déficit de communication énorme là, parce que les gens ne sont pas prêts à entendre ce discours-là. Là, ils ont le goût de prendre la rue puis de taper, là, puis de faire des manifs, puis ils vont virer le Québec à l'envers. Et là, j'y retourne un contre-projet. J'ai dit, si vous êtes sérieux, parce que la FTQ était très avancée là, dans sa mise en place, la loi s'en allait, le projet de loi s'en allait à l'Assemblée nationale au mois de juin. Là, on était en mars. J'ai dit, hey, il reste 3 mois. Ça va prendre une méchante campagne de marketing, là, d'information. J'ai relancé un autre projet. J'ai dit, moi, là, je connais tous les formateurs de la FTQ. Je sais c'est qui les bons. Les meilleurs, mettons. J'ai dit, pour préparer les esprits à la réception d'un projet aussi énorme que même des gens considéraient comme anti-syndical, à l'époque, on se faisait traiter d'anti-syndical, de penser qu'on pouvait faire de l'investissement. Mais j'ai dit à Jean-Guy, on va mobiliser les meilleurs formateurs, puis on va faire une journée d'études sur la crise. On va l'analyser, on va la décortiquer, puis on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va le faire de façon ordonnée. Puis à chaque fin de journée qu'on va passer avec les gens, on va noter leurs suggestions. Puis on va faire un plan d'action, puis on va intégrer le fond là-dedans. Donc ça ne sera pas juste le débat sur le fond, ça va être un débat sur la crise et les moyens de sortie de crise. Mais là, il dit, ça va coûter cher, ça? Ben, j'ai dit, vous avez pas de ressources? Il dit, non, on a juste un budget pour un petit dépliant. Ben là, vous n'irez pas bien loin. Votre petit bateau, là, il ne traversera même pas le fleuve Saint-Laurent. J'ai dit, attends, je vais aller te trouver du financement. J'appelle Marois. J'appelle Pierre. Pierre, j'explique mon affaire. On fait un blitz 3 mois. Ça me prend 12 formateurs, 3000 cahiers de formation, des frais de déplacement. Je libère les gens sur le temps. Ils ne paieront pas sur leur temps de travail. Ils vont être libérés et payés par leur syndicat. Moi, je vais rembourser leur syndicat. Il me dit,
Donne-moi 2 minutes. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Aubert Ouellet, son sous-ministre, il dit, M. Gardron, je vous rencontre demain à la FTQ. J'y explique tout mon projet. 250 000. Une semaine plus tard, la FTQ recevait le chèque. Ben, la moitié, puis l'autre moitié sur la présentation de rapport. Là, j'ai dit, oh, ben, je pense que je me suis fait pas mal. Je me suis mis le doigt dans le tordeur. Puis mes 12 formateurs, on va commencer par le début. Il n'y a aucun qui voulait. Il n'y a aucun qui voulait. On se fait lancer des tomates. On se présente avec ça. Je dis, ouais, puis la loi, on ne sait même pas la loi, ce que ça va contenir. On n'a pas vu le projet de loi. Puis on va prêcher dans le décès. J'ai dit, on va se concentrer sur la crise. Ouais, mais ce qu'on veut, là, c'est savoir c'est quoi l'affaire du Fonds de solidarité. Puis on ne peut pas en parler parce qu'il n'y a personne qui sait c'est quoi. Ben Laberge, j'étais pas capable de. Il y avait Jean-Guy qui était capable de tracer le contour. Puis il se faisait beaucoup aider par Blanchette puis la gang de la SDC, là, qui étaient un peu ses conseillers techniques pour mettre tous les morceaux, faire tenir les morceaux ensemble. Mais la mosaïque totale, il n'y a pas grand monde qui l'avait comme vision. Là, t'sais. Fait qu'ils ont refusé d'embarquer. Fait que j'ai mis les fonds en fiducie. J'ai dit, OK, on va attendre la loi. En juin 1983. Là, j'avais la loi. J'avais mon sketch de formation sur la crise. Et là, j'étais capable de bâtir la journée 2 en disant aux gens, voici ce que la FTQ a designé comme profil d'un fonds. Fait qu'on a travaillé tout l'été à bâtir le manuel de formation qui s'est appelé « La crise des années 80 », qui est un document qui m'a été inspiré d'un document suédois que j'avais vu à l'époque, qui était très mâchouillé. Chaque étape était bien expliquée, puis c'était bien... L'engrenage était parfait. Là. Vraiment... J'étais très fier de ce document-là, qui a été un success story là, énorme. Là, j'ai rappelé mes formateurs, parce qu'eux autres, ils disaient, nous, on n'ira pas rencontrer notre monde si on ne sait pas c'est quoi cette patente de fond. Là, je leur ai présenté le sketch. Et là, ils ont embarqué. Là, j'ai été chercher le 250 000. Là, j'ai dit, on a du fuel, on a des moyens financiers. Vous voulez. Alors, j'avais une équipe de quinzaine de formateurs de tous les syndicats. J'avais choisi 2 par syndicat. Et je voulais toujours que ce soit un tandem homme-femme. Un gars, une fille qui donne le cours. Parce que, quand tu arrives, j'avais appris ça du côté de mon expérience aux ACEF, quand tu parles de finances à un homme, il en retient à peu près 15%. Quand tu parles de finances à une femme, elle va chercher l'autre 85%. La perception féminine sur des enjeux comme ça est beaucoup plus aiguë sur les conséquences que, quand tu dis la crise financière, là, il y a des images fortes que les femmes peuvent utiliser, que les gars n'osent pas parce que c'est des sentiments. Tu sais, on n'en parlera pas trop. Le fait d'avoir un tandem comme ça, là, ça faisait une chimie. Puis en plus, on s'adressait de plus en plus à des groupes où les femmes étaient très présentes. Ils arrivaient sur le marché du travail, ils s'impliquaient dans les structures syndicales. Puis souvent, il fallait adapter le discours syndical à cette réalité-là, cette nouvelle réalité-là. Et ça a été formidable parce que à chaque fois qu'on formait, et c'était 2 jours, on formait quelqu'un, à la fin, on lui faisait remplir une petite fiche d'évaluation, puis la dernière question, c'est si vous aviez un jour à lever la main sur une question comme seriez-vous en faveur de créer au sein du milieu syndical des fonds d'investissement pour la création d'emplois? J'avais des 100% tout le temps. Peut-être moins dans la fonction publique. Là. J'ai eu des coups un peu plus difficiles, là, des groupes plus difficiles, plus critiques.
Puis là, quand je voyais ça, j'appelais la berge. S'ils sont au Congrès, ce monde-là, je dis que ça va voter fort dans le tabarouette. Je donnais, à toutes les semaines, je faisais un petit compte rendu. J'ai dit là, cette semaine, on était dans le papier à Trois-Rivières, on était sur la Côte-Nord, on était en Abitibi dans les mines, là, puis je te dis, ça sort très fort. Fait que j'ai fait pendant septembre, octobre, novembre la tournée du Québec, mais de mon bureau. J'avais mes gens sur le terrain. Quand il y avait un problème, une question trop difficile, j'étais en ligne directe avec eux, en soutien, en disant oh, cette question-là, c'est la première fois qu'on la voit, je vais aller te chercher la réponse avant que ton cours se termine. Donc, on avait une structure d'appui. Puis, j'ai fini toute la tournée, il restait encore 50 000 dans le pot. Ça n'a fait pas coûter si cher que ça, parce que quand les syndicats ont vu ça, ils ont dit ben là, on est capable d'en mettre d'autres. On est capable de payer des dépenses à notre monde. Puis la FTQ garde son argent, là, on n'a pas besoin de ton argent. J'avais retourné un chèque à Pierre en disant mission accomplie. J'avais fait une vidéo sur concrètement comment le fonds va s'y prendre pour sauver des cœurs. J'avais trouvé une petite entreprise à Bedford qui s'appelle Exceltar. Eux autres, qui faisaient des aiguilles pour les moulins de couture. Ils vendaient ça partout dans le monde. Puis, bon, à un moment donné, la demande a commencé à baisser. Ils ont fait des mises à pied, il y avait de la mauvaise gestion, relations de travail pourries. C'était les TCA qui étaient là-dedans, les travailleurs d'automobile. Le permanent, c'était nommé Desnoyers, Luc Desnoyers, qui est devenu par la suite vice-président de la FTQ, directeur de son syndicat, un super bonhomme. On avait été à l'usine filmé. Puis lui expliquait, si on avait un fonds de solidarité, là, voici ce que je ferais. J'irais voir le patron. Je dirais, ton fonds de roulement, là, c'est ça qui te met dans la map. Moi, te le financer, moi, ton fonds de roulement. Tu vas me verser des parts dans notre fonds, puis le fonds va mettre de l'argent dans ton fonds de roulement, puis tu vas pouvoir maintenir tes emplois, puis te faire une autre santé financière. Quand les gens ont entendu ça, ils ont dit, oh, Celles et ceux qui sont en faveur de l'adoption de la déclaration de politique sur le fonds de solidarité, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Fait que ça a été mission accomplie. La Belge, quand le vote a été pris, il me regarde comme ça, il fait. En disant, t'as été chercher le vote, puis là, on est en business. On a l'appui des membres, c'est voté au Congrès, on a la loi qui est à l'Assemblée nationale. On part le fond. Claude Blanchette dans le fond, il dit j'ai besoin d'un VP pour la souscription. Tu vas devenir le courtier en chef. Il faut que tu vendes des parts, il faut que tu vendes des actions. Et tu connais tout le monde, tu as juste à rappeler ta gang. Ouais, mais ma gang, c'est pas des courtiers. Là. Sans t'expliquer c'est quoi la cause d'une crise financière, puis expliquer c'est quoi la valeur d'une action, puis les crédits d'impôt. Ils sont un peu analphabètes, disons, en matière de finance. Et tu proposes donc quelque chose. Que je prends ma période des fêtes, puis je lui ressors d'un bout, puis de l'autre. Puis là, je me rappelais qu'à la FTQ, il y a des gens qui faisaient les rapports d'impôts des chums. Tu sais, il y en a toujours un snap là, qui dit ouais, moi, je vais te faire ça, donne-moi 20$, là, moi, te le faire ton rapport d'impôt. C'est pas des gens impliqués dans la structure, mais ils sont aux assemblées. De temps en temps, ils vont poser une question. Mais c'est des gens qui ont une crédibilité en matière de finance. Ils sont dans la gang. Ils sont dans ça. Et là, j'ai eu l'idée qui dit on va les appeler des responsables locaux, qu'on va former.
J'ai envoyé un message au syndicat. J'ai dit, tous ceux là, qui font les rapports d'impôts dans les usines, là, puis dans les bureaux, puis dans tous les milieux de travail, là, essayez donc de les approcher pour leur parler de ce projet du fonds. Puis, si vous avez des candidatures, moi, je vais les former. Là, tranquillement. Là, les présidents des syndicats voulaient tous aller à la formation. Alors, ils venaient suivre la formation. Là, j'avais bâti un cours de 2 jours sur comment on devient un responsable local. Qu'est-ce qu'il faut savoir en tant que responsable du fonds? Et là, la berge disait, mais là, ça va prendre un temps fou, là. Former du monde avant qu'on ramasse de l'argent, ça va prendre des années. Je lui ai dit, attends. Donne-moi 2 ans. Bâtir ma base, là, puis quand ça va partir, là, tu vas voir que ça va partir là, ta barouette. Puis effectivement, j'ai passé 2 ans à former dans tous les syndicats ces gens-là. Mon nom est Normand Caron. Je suis vice-président formation économique des travailleurs et travailleuses. Le projet que nous sommes en train de mettre sur pied, c'est d'assurer aux travailleurs et travailleuses dans les entreprises financées par le Fonds de solidarité un accès à l'information financière et aussi qu'ils soient en mesure d'évaluer eux autres mêmes la santé financière de leur entreprise. J'avais des gens chez Packard, une grosse usine, il y avait 700 employés. J'en avais un qui y croyait, sauf qu'il travaillait de nuit. Si je ne trouve pas le moyen de le libérer, lui, pour qu'il aille visiter tous ses confrères, puis fasse des petites assemblées, puis faire circuler l'information, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps. Fait que là, j'ai négocié avec Blanchette, j'ai dit, là, tu me donnes des fonds. Tu vas me mettre un fonds sur pied pour que moi, je puisse libérer ces gens-là qui veulent, mais qui n'ont pas soit le temps ou les ressources pour les épauler. Puis en plus, ça me prend quelqu'un ici en permanence au bureau, quasiment 24 heures par jour, parce que s'ils se font poser une colle par un copain, là, puis il n'est pas capable de répondre, sa crédibilité vient de... Puis il y avait des ennemis de ce projet-là, là. On n'avait pas juste des ennemis, hein. Il y en avait qui tiraient à boulet rouge. Alors j'avais des gens au bureau qui étaient là en soutien technique. Chaque fois qu'il y avait une question qui était imprévue ou qu'on n'avait pas vu venir, là on mettait une recherche en place. On disait, bon, il faut creuser cette patente-là. Les crédits d'impôt du Québec sont-ils compatibles avec les crédits d'impôt du fédéral? Il y en avait là, qui complexifiaient la machine. Là. Et j'ai dit, c'est des bénévoles. Là, j'ai dit, t'es malade. Carlon, il est malade. Voilà si les gens vont commencer à vendre des actions bénévolement. Ils vont vouloir une commission? Non. Ça va être un travail syndical. Il y en a qui s'occupent des griefs. Il y en a qui s'occupent de la santé et sécurité. Ils sont payés comme s'ils étaient normalement au boulot, mais ils ne font pas ça, ils n'encaissent pas plus. Donc, pourquoi l'autre qui s'occupe du fonds va s'en mettre dans les poches alors que son président, lui, il donne son temps? Travail de militant. S'il y en a qui sont là pour l'argent, ils vont vite s'éliminer tout seuls, puis on les aura pas d'impact. Mais ceux qui y croient, qui veulent, moi j'appelais ça, j'ai dit, on va tous bâtir une méchante cathédrale, mais chacun va mettre sa petite pierre à sa façon puis en son temps. La berge me dit, j'ai besoin de 200 millions pour amener le fonds là. Il dit, prends le temps que ça te prendra. Puis il m'a même dit, je ne veux pas te voir sur un terrain de golf avant que j'ai mon 200 millions. Il était bien spécial, la berge. Il y avait une façon d'envoyer des messages clairs, nets, précis. Tu n'avais pas à te poser des questions sur qu'est-ce qu'il voulait dire, il disait. Mais en même temps, ça avait l'avantage d'être très stimulant. Alors, c'est ça, j'ai occupé toute cette période de ma vie à bâtir le réseau, qui est encore là aujourd'hui, 30 ans plus tard, qui est encore très opérationnel. Bien sûr, il y a du renouvellement. Il y en a qui quittent, il y en a qui sont formés. Encore, le programme de formation DRL est encore en place. Ça a fait exactement 5 ans. J'ai commencé cette patente-là en 84, puis en 89, je disais, voici M. Laberge.
je peux aller jouer au golf. Faut dire qu'entre-temps, en même temps que je développais ce réseau-là, j'étais un peu l'ambassadeur de la FTQ au sein de l'équipe de direction du fonds qui se mettait en place là, avec des conseillers financiers, avec des analystes là, qui regardaient des projets d'investissement, ce qu'on appelait la gang de Blanchette, la gang de la SDC. Blanchette avait été recruté beaucoup de son équipe d'analystes au sein de la SDC, la Société de développement des coopératives qu'il gérait à l'époque, jusqu'à temps qu'il devienne PDG du fonds. Donc, il y a eu beaucoup d'arrivées de nouveaux employés du fonds, mais qui étaient spécialisés dans l'analyse des investissements. Il y avait une équipe qui se mettait en place au niveau du registrariat, parce que chaque fois qu'on recevait un petit formulaire de souscription, il fallait avoir une banque de données, l'enregistrer. Donc là, il y avait aussi une équipe qui se développait de ce côté-là. Puis moi, je développais ma force de vente, ils appelaient ça la force de vente du fonds, la souscription et la formation. J'avais toujours voulu jumeler souscription et formation. J'étais le courtier en chef, mais aussi le formateur en chef. C'est moi qui choisissais les formateurs, c'est moi qui développais les contenus. J'avais une équipe de formateurs qui allait dispenser les cours que je bâtissais. J'avais une équipe, j'appelais ça des agents de développement, bilan social de l'entreprise, le suivi auprès d'un accompagnateur pour le syndicat, qui était un peu l'agent de transfert d'informations sur l'évolution de l'entreprise, pour que le syndicat ait toujours une longueur d'avance sur ce que l'entreprise préparait comme plan d'affaires ou comme négociation, fusion. Des fois, c'était des fusions d'entreprises que le fonds contribuait à créer. Et j'avais tout mon réseau, là, j'étais rendu, j'avais 3000 RL. J'avais bâti par-dessus chaque équipe, dans chaque syndicat, des coordonnateurs dans les syndicats pour... Juste à la ville de Montréal, là, j'en avais à peu près une centaine. Dans tous les départements, dans toutes les... Puis les adhésions rentraient, là, c'était le robinet là, qui était ouvert à pleine grandeur. Là. Ce qui fait qu'à chaque année, on doublait ce que les travailleurs mettaient là-dedans. On est passé de 200 à 400 à 800. Et là c'était devenu une machine à pièces. C'était vraiment le Klondike. Il m'appelait le père des RL. Puis ça, c'était la prunelle de mes yeux, là, parce que je me disais, eux vont être les garants de l'enracinement syndical du fonds. Un moment stratégique, ça a été quand j'ai pu vaincre les résistances de certains directeurs syndicats qui disaient toujours, oui, mais nos permanents, nos négociateurs, ils n'ont pas cette information-là. J'ai dit, ben, sortez-moi là, je vais toutes les former. Alors pendant 15 semaines consécutives, 3 jours par semaine, je les enfermais dans une salle, puis je leur diffusais mon cours. Je leur apprenais je leur remettais une calculatrice, comment calculer des ratios, comment calculer la rentabilité. Puis préparez votre dossier de négociation avec ça. Et ça a été une opération qui a tout aplani les résistances. Puis là, j'ai pu créer ce qu'on appelle la Fondation d'éducation économique du fonds. Où là, le fonds a mis 3 millions. Les entreprises cotisaient tant par année par employé. Et là, on a bâti une structure à l'intérieur de la structure du fonds qui était à l'abri de toutes les interférences, les problèmes financiers. C'était comme une espèce d'enclave, là, bien protégée, pour s'assurer que l'éducation allait toujours être au cœur de ce projet-là. Et je pense que c'était un très bon coup, parce que c'est ça qui a sauvé le fonds. Toutes les autres provinces qui ont essayé de nous copier, puis il y en a eu des expériences en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick. Ils n'ont pas pris cette structure-là, ils ont tout planté. Il y en a plus actuellement au Canada anglais. Et les deux seuls qui restent, c'est le fonds de la FTQ, puis le fonds de la CSN. Puis la CSN
ont adopté cette approche-là aussi. Ils ont leur propre réseau de militants. Tout se fait bénévolement. Ils ont sorti des courtiers en valeur mobilière de ce produit-là. Et c'est fait de façon, je dirais, syndicale, intelligente et syndicale. Là, j'ai été obligé de tourner la page parce que je passais mon temps en réunion. Puis ça me manquait, ça, ce contact quotidien avec les gens. Puis j'ai décidé de quitter le fonds parce que je ne me voyais pas comme un gestionnaire permanent là, pour accompagner le développement de cette structure-là. Alors, je suis reparti à mon compte. J'ai fait de 83 à 93, un 10 ans là, à fond la caisse. Toujours avec la même complicité de ma compagne qui me voyait souvent partir pour des longues périodes. Qui disait, bon, si tu y crois, vas-y, puis fais ce que doit.